J'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn pour, faire un petit peu de la vulgarisation et en fait mettre les sujets de la transition écologique au devant de la scène. Tout n'est que matière et énergie et on utilise, beaucoup les 2, nous humains depuis, le XXe siècle, fin du 19e, 20e siècle. En fait, pour avoir un ordre d'idée, chaque année, on extrait 90 milliards de matières premières, naturelles, 90 milliards de tonnes et parmi ces 90 milliards de tonnes, il y a que 9 qu'on arrive à recycler. Donc on parle beaucoup de recyclage, comme si c'était, la solution magique, mais dans les faits, on arrive à là, pour l'instant, on ne recycle que 9 et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le recyclage, c'est pour moi, c'est la dernière étape de valorisation. Un instant, chères auditrices et auditeurs, avant de vous présenter l'épisode du jour, place à notre sponsor de cette saison 2, Bforge. Bforge, qui s'appelle B-6 Forge, est une entreprise française spécialisée dans l'innovation en industrie circulaire en soutenabilité forte. Que vous soyez une start-up en pleine croissance ou une entreprise bien établie, Bforge est là pour vous aider à agir avec un maximum d'impact en y consacrant un minimum de temps. Et là, je vous vois arriver, vous allez me dire, un instant Mike, comment je peux faire pour contacter Bforge et participer à ce mouvement de consommation durable et responsable autour des plastiques? Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça ensemble. Bforge propose le programme Activez vos pouvoirs, moins de plastique. Alors c'est un programme ultra complet dont je fais partie des premiers pionniers, donc c'est-à-dire des premiers adhérents en tant que professionnel. Activer vos pouvoirs, moins de plastique, c'est rejoindre une communauté qui encourage la sobriété dans l'usage des plastiques et l'adoption de pratiques durables. En participant, vous contribuez à des actions de remédiation réparatrices à impact avec moins de plastique polluant la biosphère. Dans le même temps, vous développez visiblement les engagements de votre entreprise auprès de vos clients et partenaires. Comme vous le savez, à titre personnel, je suis très impliqué dans les matériaux plastiques et tout ce qui tourne aussi au domaine des polymères. Donc moi j'ai réalisé ma thèse dans les matériaux polymères haute performance renforcés en fibre de carbone pour des applications aéronautiques et également moi je suis facilitateur de la fresque du plastique, donc c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur cette thématique. Dans mon cas, j'utilise le programme Moins de plastique pour me tenir au courant des actualités, notamment autour du plastique, et cela m'évite de perdre du temps à chercher en me posant des questions, et la question fatale, en fait, finalement, on se le pose toujours, est-ce que l'info est fiable ou non? Donc ça, c'est super important de pas se la poser et se dire qu'on est vraiment ici avec un contenu de qualité. Et également, j'ai accès à une communauté, donc la communauté Moins de plastique. Donc c'est une superbe communauté, ça permet d'échanger et c'est vraiment vraiment top. Donc je vous invite vraiment, si le plastique vous tient à cœur, notamment son utilisation, à vraiment adhérer à cette commune. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez voir, le programme Moins de plastique vous propose 3 formules: micro, méso et macro. Ces 3 formules correspondent finalement au taux de remédiation que Bforge va financer via votre engagement au programme. Également, avec Bforge, le podcast vous a fait une surprise. Si vous regardez cet épisode en vidéo ou que vous l'écoutez, dans la description, vous allez avoir également un lien qui est vraiment destiné aux solo-entrepreneurs qui souhaitent s'engager autour de ces thématiques du plastique et de la remédiation de ce matériau. Vous allez voir, c'est un lien qui vous emmène vers le programme avec une réduction pour vous. Également, j'ai 2 informations à vous communiquer. La première, c'est par rapport au nombre de places qui est disponible dans ce programme. Il y en a uniquement 300, donc si vous êtes une entreprise engagée, que vous souhaitez vous investir dans un programme RSE, responsabilité sociale des entreprises, sur la thématique du plastique et de sa remédiation, ce programme, il est fait pour vous. Le deuxième est par rapport au type d'engagement. Donc vous avez bien vu, vous avez plusieurs types d'engagement pour accéder au programme Moins de plastique. Micro, méso et macro. Et si vous êtes un solo entrepreneur, vous avez accès au programme Nano et Nano Early Bird. Pourquoi avoir fait ces choix avec différents types d'engagement? Finalement, c'est pour vous donner la possibilité de vous engager au montant que vous souhaitez.
Le programme est le même et restera le même. C'est simplement votre engagement qui influencera sur le niveau de financement du plastique remédié. Tout simplement. Cela étant dit, on remercie Bforge pour le sponsoring de cette saison de Drôme et Matériaux. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans Dromien Matériaux, votre podcast qui parle de science, de matériaux et d'expériences humaines. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique un peu différente de celle des matériaux, mais vous allez voir, c'est pas si différent que ça. On va parler des matériaux pour la transition écologique. Et pour cela, j'ai l'honneur d'être accompagné d'une experte. Et pour cela, je vous la présente tout de suite, vous allez voir. Manon, comment tu vas ? Très bien, et toi? Ah bah écoute, super. Moi, je suis très content de t'avoir ici sur Dromien Matériaux, expert de la transition écologique. Moi, ça me va. Comme ça, on discute un peu d'une thématique transverse. En tout cas, merci beaucoup Manon d'être là, de participer à ce podcast Dromien Matériaux. Et sans transition, moi, je t'invite à te présenter, à nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours, quel est ton grade, ton matricule, et tout, quoi. Ça fait beaucoup. Allez, je t'en prie. Tu l'as dit, je m'appelle Manon Vidal. Euh, j'ai fait, dans mon cursus, j'ai fait une école d'ingénieur spécialisée en agroalimentaire. Et par la suite, j'ai travaillé pendant un peu moins de 2 ans dans l'agroalimentaire sur de la R&D, de développement, donc du développement de produits et du développement de procédés industriels. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que mon métier était directement touché par les enjeux de la transition écologique. Ce qui a un peu défini mon déclic, c'est que j'ai travaillé à la mise en place d'une ligne de production euh, par un procédé de micro-ondes pour remplacer un procédé qui était au gaz. Et du coup, ce switch de gaz vers micro-ondes, c'est l'application. Donc, c'est ce vers quoi il faut tendre pour euh, faire la transition écologique, parce que le gaz, c'est une ressource fossile donc pétrole, gaz, charbon, euh, on en a de moins en moins. Donc voilà, école d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans dans l'agroalimentaire. Et ensuite, j'ai eu cette prise de conscience et j'ai travaillé à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Donc, c'est l'agence sous la tutelle du ministère de la transition écologique qui, dans les grandes lignes, fait des études et de la prospective et attribue des subventions pour des projets de transition écologique. Donc j'y ai travaillé pendant 1 an et demi. Euh, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié travailler à l'ADEME. Et là, je viens de terminer mon contrat et je me lance euh, à mon compte en micro-entreprise pour valoriser, en fait, mettre en avant la transition écologique sur les nouveaux moyens de communication, et donc notamment LinkedIn. Et donc, je vais être la petite plume de dirigeants pour mettre en avant euh, leur entreprise sur LinkedIn. Bah écoute, super, super. Du coup, tu as avancé un petit peu par rapport à mes questions parce que j'allais te poser cette question, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Donc, du coup, je retourne rétrospective, je repédale, peu, peu, peu. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis dans ton parcours, de t'orienter vers la transition écologique? Et dans cette question, je vais t'en poser une deuxième. Pourquoi la science et pourquoi tu as aimé la science? Du coup, dans mon parcours, en fait, avant mon école d'ingénieur, j'avais fait un DUT génie biologie option environnement. Et à l'époque, je m'étais sentie très démunie face aux enjeux et toute cette situation anxiogène. Donc, j'avais switché vers l'agroalimentaire. Et en fait, c'est vraiment cette confrontation dès le début de euh, mon entrée dans le monde du travail avec en fait, les enjeux de la transition écologique qui se retrouvent partout. On est tous concernés dans tous les métiers. Nos métiers vont évoluer. Et ça m'a fait me dire que je voulais vraiment me lever tous les matins pour avoir un impact direct sur ça. Ouais, Et c'est du clair. coup, Ah, pardon. ouais, non, pardon, tu me disais Je pourquoi t'en la prie. science? Ouais, Eh tout à fait. ben, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal avec les sciences molles, mais j'aime bien ce qui est scientifique, cadré.
mathématique, quoi, hein. C'est palpable, c'est plus facilement compréhensible, je trouve, que des concepts. Enfin, pour définir un peu les sciences molles. Ouais, je comprends, effectivement. Mais c'est, c'est un dénominateur commun de tous les scientifiques qui sont passés également sur Dromien Matériaux. C'est vraiment cette notion de quelque chose de palpable, Mm. matériel, euh, tangible. Effectivement, de manière, quand on parle de matériaux, euh, qui finalement, les matériaux, hein, c'est l'interaction homme-matière hein, à l'échelle de l'homme. C'est quelque chose qui est très anthropocentré, hein, on va dire. Hein. Ben, effectivement, ça donne toujours. On a besoin de que ça soit tangible, Mm. qu'on sache qu'on raconte. Si on part un peu trop dans la métaphysique, on s'en sort pas. Mais bon, quand on parle de transition écologique, je pense qu'il faut quand même avoir une vision un peu métaphysique, c'est-à-dire vraiment se reposer les bonnes questions, rêver d'un futur qui est effectivement beaucoup plus vert, moins oxygène. Donc, c'est vraiment les enjeux. Hein. Je pense que c'est les enjeux de demain de se donner ces mots-clés et surtout se donner cette volonté d'agir. Parce que si on se bloque, tu sais, vraiment, si on se dit, bah non, euh, c'est foutu, Mm. bah en fait, on est foutu. Que penses-tu? Bah, je pense que je me suis beaucoup posé la question et je suis pas très optimiste. Mais en fait, il faut se dire que c'est pas noir ou blanc. C'est contrasté et c'est une échelle. Et en fait, quoi qu'il en soit, la barrière des 2 degrés ou des 1,5 degrés, euh, on va la franchir. C'est... J'ai écouté un expert du GIEC la semaine dernière. Je sais plus si c'est 1,5 ou 2 degrés, mais d'ici 2030, il y a plus de doute par rapport au fait qu'on va franchir ça. Mais après, c'est jusqu'où on va. Jusqu'où on va et à quel point on prépare le pays, l'Europe, le monde. Pour être plus pragmatique, la France déjà, ça va être bien. Mais à quel point on se prépare à ça. Parce qu'on en parlera certainement après, mais ça va être comment est-ce qu'on garde des villes qui sont vivables, où il fait pas 45 degrés de façon habituelle. Ou voilà, c'est plutôt ça. Donc c'est pas ouais, mais je pense que je vais me répéter là. Non, mais c'est clair. De toute façon, c'est quelque chose que quand on a les pensées, les choses qui nous viennent, effectivement, on commence à se répéter, mais c'est. Moi, je le vois pas comme une, tu sais, comme une tare. Finalement, c'est plutôt. On se répète parce qu'on a des convictions. On se répète parce Mm. que ça nous touche. Et in fine, on gravite autour de notre idée principale. Et Mm, effectivement, surtout quand on parle de transition écologique, ben, on n'a pas le choix. À un moment donné, on revient toujours à ça, à se mm. dire ben, consommer mieux, interagir mieux, et ainsi de suite. Quoi. Donc, non, mais ça, c'est clair. En tout cas, c'est clair. Ce que je te propose, ben, c'est de. Tu nous as déjà introduit un peu ton métier, ce que tu faisais. Je te propose ben, d'en discuter un peu plus. Tu nous as dit effectivement que tu travaillais à l'ADEME. Est-ce que tu Mm. peux nous présenter donc cet organisme, cette agence gouvernementale, pour ceux qui ne la connaissent pas? Parce que effectivement, tu sais que Dromien Matériaux, c'est un podcast francophone. Donc Mhm. finalement, ça touche le monde francophone en entier. Mhm. Donc pour des personnes qui ne sont pas de la France, c'est important de leur donner ces tips et de leur présenter qui est quoi. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ça et également derrière, nous dire un peu plus en détail, même si tu te répètes, c'est pas très grave, nous dire un peu plus en détail ce que tu fais. Et après, j'ai plein d'autres questions pour toi. Bah, du coup, l'ADEME, c'est donc l'Agence de la transition écologique. Euh, c'est né de la fusion de, je crois, 3 entités à l'époque, dans les années 80-90. Il y en avait une sur les déchets, une sur la qualité de l'air, et la troisième, je sais plus, mais donc il y a une fusion de ces institutions, de ces structures, pour donner l'ADEME. Euh, ADEME, l'acronyme, parce qu'anciennement, c'était l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, on dit l'Agence de la transition écologique. Et donc, comme je disais, l'ADEME a plusieurs métiers, mais c'est surtout une experte, c'est-à-dire que beaucoup d'études, de rapports, d'avis, d'infographies, de retours d'expérience sont réalisés par l'ADEME et, euh, et aussi de la prospective.
avec notamment les scénarios Transition 2050, qui sont très connus. Donc, c'est 4 scénarios de prospective d'ici à 2050, allant du plus sobre à celui qui est plus sur l'innovation technologique, en passant par de la coopération, etc. Et puis, l'ADEME a aussi un travail d'attribution de subventions. Donc, en fait, un peu toutes les thématiques liées à la transition écologique, mais pas l'eau, puis tout ce qui est lié à l'eau, non, puisque c'est l'agence de l'eau qui s'occupe de ça. Et on travaille pas non plus sur la biodiversité, puisqu'il existe l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Donc tout type de thématiques, donc de l'économie circulaire, tout ce qui est en lien avec l'économie circulaire, la transition énergétique, les mobilités, la qualité de l'air, le tourisme, évidemment les entreprises industrielles. Voilà. Et pour ce qui est de l'organisation, il y a les sièges sociaux qui sont plus là où sont effectuées les études et la prospective. Et il y a l'ADEME qui attribue les subventions, on va dire, est organisé par région. Donc voilà, c'est une entité régionale. Ouais, c'est super important parce qu'on se rend compte que beaucoup de thématiques et de problèmes n'est que valable dans une région de France, parce que chaque région a sa propre économie, a Mhm. sa propre production et industrie. Donc Mhm. effectivement, ce sont des stratégies, ouais, effectivement, qui sont locales, hein, plus Mhm. bon, il y a une directive nationale, on l'entend bien, mais oui, oui, tout à fait. Si c'est Oui, parce que comme tu dis, l'ADEME travaille pas seule, on travaille avec d'autres entités. Et comme tu dis, chaque région va avoir ses problématiques. Ça se recoupe, mais il y a des régions qui sont plus industrielles. Je pense par exemple au Pas-de-Calais, qui a changé de nom, je crois. Je crois que c'est plus Nord-Pas-de-Calais, mais au Pas-de-Calais et à la région PACA avec Fos-sur-Mer et voilà, qui sont des grosses industries qu'on ne retrouve pas enfin, qu'on retrouve dans une moindre mesure en région Occitanie, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, Force-sur-Mer, effectivement, il y a une grande zone de raffinerie, effectivement, autour de Force-sur-Mer. Et après, je crois qu'il me Mm. semble qu'il y a ArcelorMittal aussi, pas très loin, à Martigues. Ouais. La métallurgie, sidérurgie. Effectivement, ce sont des gros pôles finalement, d'émissions de CO2 et effectivement de, de, de production. Et tout ce qui dit production dit finalement être, être attentif à la transition écologique de ces industries, quoi. Ça, c'est clair. Du coup, toi, tu as évolué dans l'ADEME. Donc, après, je t'inviterai effectivement qu'on en parle un peu de plus de ton activité. Mais dans l'ADEME, tu as évolué dans quel secteur? En termes de région? Oui, moi j'ai travaillé en Occitanie, justement, c'est pour ça que je l'ai cité, Mhm. sur le site de Montpellier, en fait. En Occitanie, il y a Toulouse et Montpellier, j'ai évolué à Montpellier, et je travaillais sur le pôle économie circulaire. En fait, on a un pôle territoire durable qui regroupe tout ce qui est lié aux mobilités, ce que je disais tout à l'heure, à la qualité de l'air, au tourisme, j'en oublie, mais voilà. Et un pôle économie circulaire et un pôle transition énergétique. Donc moi, je suis plus spécialisée sur tout ce qui est économie circulaire. Donc, du coup, tu as évolué comment en termes? C'est-à-dire que tu as accompagné des entreprises dans l'économie circulaire, tu les aidais dans l'attribution de financement, comment ça se passait? Poste à moi, c'était chargé de mission. Après, ça varie un petit peu en fonction des thématiques et des régions certainement. Mais moi, enfin, j'ai été recrutée pour travailler sur un investissement qui s'appelle, j'ai un trou, le fonds vert, pardon. Le fonds vert, c'est un fonds de l'État pour financer les collectivités dans la transition, enfin, pour financer la transition écologique des collectivités. Et en fait, dans ce fonds, il y a 10 ou 12 mesures, j'ai plus le nombre en tête, et notamment une sur le tri à la source des biodéchets. Tri à la source, c'est-à-dire enlever les biodéchets de son ordure, de sa poubelle noire, puisque en fait, quand on jette ses épluchures, une peau de banane et un trognon de pomme dans sa poubelle noire, euh, ça finit la plupart du temps incinéré ou enfoui. Incinéré, c'est pas logique. J'ai plus le mot précis, mais c'est un non-sens puisque en fait on brûle des déchets qui contiennent beaucoup d'eau. Brûler de l'eau, je suis pas sûre que ce soit pertinent. Et enfoui, ça pose un problème parce que les déchets enfouis produisent du méthane.
Et le méthane est un gaz qui a un pouvoir qui réchauffe l'atmosphère Ouais, un autour gaz à de effet de serre. 20, ouais, un Ouais, gaz à tout effet à de serre fait. 20 à 25 fois plus Que le que CO2? le CO2. Pardon? Donc, ouais, 20 à 25 fois plus, il a un pouvoir réchauffant, 20 à 25 fois plus fort que le CO2. Que le CO2. Ouais, Ouais. incroyable. Et Incroyable. c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'élevage aussi, notamment, puisque l'élevage des bovins par les rots des vaches crée beaucoup de méthane. Donc le méthane est beau et voilà, créé aussi par ça et par une autre source, mais je l'ai plus en tête. Hmm. Mais Hmm. donc voilà, je travaillais sur la thématique des biodéchets, donc pour subventionner les collectivités afin qu'elles puissent mettre en place dans les agglomérations, les communautés de communes, euh, un service pour les usagers pour qu'ils trient à la source leurs biodéchets. Donc voilà, je travaillais sur donc ce type de subvention-là. Et avec notamment la région, on travaillait à mettre en place des animations, on appelle ça des animations, de la communication là, régionale pour informer nos publics cibles, donc collectivités, associations, entreprises qui travaillent dans le secteur des biodéchets, sur toute la réglementation, sur les aides qu'on peut leur apporter, sur les chiffres clés du moment. Donc voilà, en gros, l'ADEME, un chargé de mission, ça peut être ça. Ça peut être donner des subventions et en fait apporter de l'aide et de l'information aux acteurs pour leur dire, bah, là, il y a une réglementation qui arrive, on peut vous aider de telle façon. Actuellement, il y a X% d'entreprises qui fait une décarbonation ou autre. Voilà. Ouais, c'est intéressant, super intéressant. Et moi, je rebondis sur ce que tu me dis là, notamment sur les déchets. C'est vrai que c'est une hérésie, quoi. Tous ces déchets, toute cette matière organique qui est mise dans un sac plastique, donc un polymère formulé. Mm. Donc du coup, on en discute. C'est une hérésie, quoi. C'est une hérésie. Tu, Et ouais, J'allais te dire un truc assez marrant. Je me suis renseigné, c'était super marrant. Tu vas rire. Je regarde de temps en temps, tu sais, il était une fois la vie, des choses comme ça. Tu vois, moi, ça, moi, c'est incroyable. Et du coup, j'ai regardé, il était une fois l'objet, ou je sais plus, c'est le nouveau truc qui passe à la télé en ce moment. Et j'étais assez surpris de voir comment, à l'époque romaine, les gens géraient leurs déchets. Et en fait, ils avaient une grande fosse. Et dans cette grande fosse, ils mettaient tous leurs déchets organiques. Bah, tu vas me dire qu'il n'y avait pas de plastique à l'époque romaine. Quoique, est-ce que le cuir n'est pas un plastique? C'est une bonne question. Parce que c'est la première fois où l'homme utilise des protéines qu'elle réticule pour faire du cuir. Du coup, est-ce que c'est pas un plastique? ok. Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas. Question est ouverte. Laissez-moi ça en commentaire. Dans tous les cas, euh, effectivement, ils mettaient leurs déchets dans une fosse. Et tu sais, bah, finalement, avec tu avais une notion de compost qui se crée. Et il y avait vraiment des gens qui venaient récupérer ces déchets pour finalement venir fertiliser les sols. Mm. Et donc, il y avait déjà une forme à l'époque romaine, une forme d'économie circulaire qui était mise en place. Mm. Et ça, c'est Complètement. Alors, incroyable en fait. C'est incroyable de se dire que à l'époque, il y avait ça. In fine, on avait cette technologie-là. Et j'allais dire c'est pas la bonne configuration de début de phrase, mais à cause de notre évolution technologique ou du fait que c'est peut-être pas civilisé de faire ça, ben on a commencé à mettre nos déchets dans des sacs plastiques. mm. Voilà. Sachant que les poubelles a été inventé par une personne qui s'appelle Monsieur Poubelle, il me semble, si je dis pas de bêtises. Eugène Poupel, oui. Mais voilà. Mais du coup, c'était assez intéressant. Mais ouais, ouais, tout à fait. Et pour revenir sur l'histoire de l'incinération, c'est vrai qu'effectivement, l'incinération, euh, pour la matière organique, pour les déchets organiques, peut-être on va me taper sur les doigts si je dis matière organique, parce que la matière organique, ce sont des composés organiques qui sont non identifiés. C'est ce qu'on qualifie de matière organique. Donc pour les puristes, je fais attention. Je fais attention au sujet. Mais tout ce qui est effectivement composé, donc matière composé organique, je vais plutôt dire composé organique ou déchets organiques, effectivement, les brûler, comme tu dis, moi je suis totalement d'accord avec toi Manon, c'est du non-sens parce que c'est constitué beaucoup d'eau. Mm. Donc en fait, tu vas dépenser de l'énergie à faire évaporer de l'eau avant de dégrader le déchet. Donc déjà, surtout que tu peux effectivement le réutiliser pour faire du compost et pour les sols. Et sachant que l'incinération, c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, dans des thématiques plutôt industrielles.
Tu vois, typiquement, c'était un épisode que j'ai eu avec Chloé, qu'on a parlé de la métallurgie, épisode 13 de Dromia Matériaux, où elle m'a dit ce qui était intéressant, notamment dans la sidérurgie, c'est vraiment qu'on est obligé d'avoir des hauts fourneaux pour pouvoir traiter et transformer le métal. Et bien, en fait, tous ces rejets, tout ça, ça peut nous aider à chauffer les villes. Donc, en fait, on a une réutilisation de ces hauts fourneaux, enfin, de la chaleur émise pour réchauffer nos villes. Donc ça, je trouve que ça, c'est bien, tu sais, toute cette notion de synergie, créer des synergies entre notre économie. C'est pour ça que clairement, finalement, la transition écologique, c'est vraiment quelque chose de local. Hein. C'est vraiment quelque chose de local hein, comme thématique. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je voulais juste rebondir sur l'incinération. En fait, j'ai appris un événement euh, que donc il nous faut extraire de notre poubelle noire, de nos déchets ménagers, les déchets organiques. Sauf que les fours d'incinération, les incinérateurs, ont été conçus pour alors là, tu connaîtras mieux que moi, mais pour un PCI, je crois, un pouvoir calorifique, enfin bref, précis, pour une constitution de déchets précise. Et en fait, si demain on vient sortir sortir les biodéchets des ordures ménagères, ça, on va venir modifier ce PCI et les fours ne seront plus à la bonne température. Donc, ça pourrait faire en fait trop monter en température les fours qui ont été conçus. Et donc ça, ouais, rien n'est simple, quoi. Ouais, Mais bon, je pense clairement. qu'il faut quand même réduire, Ouais, sortir nos biodéchets. ouais, tout à fait. Mais clairement. De toute façon, c'est du non-sens de brûler du déchet organique. Et c'est encore du non-sens d'avoir designé une infrastructure pour incinérer un déchet à une température donnée. Incroyable. Ouais. Incroyable. Du coup, effectivement, en parlant de tout ça, euh, et donc sur l'axe de l'ADEME, toi, de ton côté, comment tu souhaites interagir maintenant? Parce que tu nous as dit qu'effectivement, tu es devenu freelance. Donc, comment tu souhaites interagir? Quelle est ta nouvelle mission? Alors, en fait, en parallèle, quand j'ai terminé mon école d'ingénieur, j'ai voulu travailler dans la transition écologique, mais mis à part mon DUT qui était un peu orienté environnement, transition écologique, il n'y avait pas grand-chose dans mon cursus qui s'apparentait à la transition écologique. Donc, pour me créer une légitimité, parce on se sent tous toujours illégitimes, j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn euh, pour faire un petit peu de la vulgarisation et en fait mettre les sujets de la transition écologique au devant de la scène, parce que, pour faire bref, on est dans un contexte de la guerre de l'attention, voilà. On est tous rivés sur nos téléphones et je pense que la transition écologique doit prendre sa place euh, dans l'espace public, qu'on en parle et que ça devienne un sujet important. Et donc j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn et en fait c'est quelque chose que j'ai poursuivi pendant mon contrat à l'ADEME. Et en fait j'y trouve beaucoup de sens dans le fait de mettre en valeur la transition écologique, en fait de créer de la communication pour la transition écologique. Et moi-même n'étant pas experte d'une thématique précise, je trouve que je trouve que ça a du sens de faire gagner en visibilité des dirigeants, des directeurs, voilà, qui travaillent que ce soit des organisations comme l'ADEME, que ce soit des entreprises à impact, enfin voilà, de mettre en lumière en fait des personnes qui font des choses intéressantes en matière de transition écologique. Et il se trouve que moi, je m'y connais plus en matière de LinkedIn parce que du coup, j'ai commencé avec ça et je m'y connais pas trop en matière d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai monté ma micro-entreprise ça s'appelle du ghostwriting, enfin, l'écrivain fantôme, quoi, où en fait je propose mes services d'écriture enfin, un peu plus de l'écriture, mais stratégie de contenu, etc., pour des entreprises à impact. Et après, je propose également, enfin, globalement, un peu tout ce qui tourne autour de LinkedIn, de la formation, de la relecture, du coaching, voilà. Toujours pour des entreprises. Enfin, ce que je veux, c'est voilà, donner plus de visibilité à la transition écologique. Donc, pour des entreprises qui ont de l'impact ou qui cherchent à avoir de l'impact et pas du greenwashing. Effectivement. Et ce que tu as dit, c'est typiquement
ce que Dromia Matériaux essaye de faire avec la science, les matériaux et l'expérience des femmes et des hommes qui passent sur Dromia Matériaux. Et donc, je comprends très, très bien cette volonté que tu as, cette mission que tu t'es donnée de mettre en avant la transition écologique, parce que c'est finalement la même que j'essaye de faire avec tant bien que mal, tant bien que mal, mais j'essaye de mettre en avant avec Dromia Matériaux. Donc, effectivement, nous nous rejoignons là-dessus. Nous nous rejoignons là-dessus. Euh, du coup, pour donner un peu plus de piquant, on va dire, dans cet entretien, j'allais te poser la question, comme on parle de transition écologique, et effectivement, ici, on parle de matériaux, donc tu vas pas échapper que je vais te parler des ressources. Et je voulais avoir un peu ton avis, parce qu'effectivement, pour moi, des ressources, je le vois vraiment avec une vision très matériaux, d'accord. Même pour moi, un déchet est une ressource. Tu vois, comme quoi, je crois que pour moi, le mot déchet est un peu banni de mon vocabulaire. C'est toujours une ressource. Mais toi, de ton côté, quelle est ta vision notamment de finalement ce qu'on a à l'heure actuelle comme difficulté, et notamment celle liée à la raréfaction des ressources? Quel est ton avis un peu là-dessus? Tout n'est que matière et énergie, et on utilise beaucoup les deux, enfin, nous, humains, depuis euh, le XXe siècle, fin du XIXe, XXe siècle. Et en fait, on est en train d'épuiser nos ressources, que ce soit matière ou énergie. Et alors, je crois que c'est le Stockholm Institute, j'ai plus le nom précis, mais ont été définies 9 limites planétaires. C'est-à-dire, la limite, c'est à partir du moment où c'est plus soutenable de... Je sais pas comment le définir, mais c'est une limite dans le sens où quand on dépasse la limite, ben, c'est plus soutenable. Enfin, il y en a plus assez ou c'est Ouais, trop pollué, effectivement. voilà. Les 9 limites planétaires, effectivement. C'est quand, en fait, il arrive à un moment donné où cette limite, si on la dépasse, on considère qu'on n'arrive plus à faire marche arrière. Qu'on a Ouais, voilà. déjà entamé tout ce que la planète est capable de nous donner. Et effectivement, je crois qu'on en a dépassé une supplémentaire il n'y a pas longtemps, je crois. Il me semble. J'ai plus en tête, hein, Alors, mais je crois qu'on va en dépasser une dans pas longtemps, ou alors peut-être qu'il est déjà considéré qu'on l'a dépassé, je sais plus. Mais moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'on en a déjà dépassé 6 sur 9. Et donc, parmi ces limites, il y avait l'ozone, enfin, l'ozone, il y a la couche d'ozone, les pollutions chimiques, donc notamment les PFAS et autres, euh, tout ce qui est lié au réchauffement climatique, donc la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a tout ce qui est lié à la biodiversité. Il y a une limite qui est par rapport à l'eau. Enfin, j'ai plus de détails, mais sur l'eutrophisation, voilà. Euh, et donc, en fait, on est dans un contexte où on est en train de perturber tous les éléments et de consommer trop de ressources. Euh, En fait, pour avoir un ordre d'idée, chaque année, on extrait 90 milliards de matières premières naturelles, 90 milliards de tonnes. Et, euh, et parmi ces 90 milliards de tonnes, il n'y a que 9% qu'on arrive à recycler. Donc on parle beaucoup de recyclage comme si c'était la solution magique. Mais dans les faits, là pour l'instant, on ne recycle que 9%. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le recyclage, pour moi, c'est la dernière étape de valorisation. Avant ça, on peut pas, enfin, en fait, là, je suis en train de donner un peu les prémices euh, de l'économie circulaire, mais en fait, on est dans un monde basé sur une économie linéaire où on va chercher la ressource, sachant que pour aller chercher la ressource, on a besoin d'énergie et on va avoir besoin de davantage et davantage, enfin, d'encore et encore plus d'énergie pour aller chercher le lithium. Enfin, au début, c'était facile, pour donner un exemple avec un métaux, voilà. Si on prend le lithium, qui était au début facile à aller extraire, on avait besoin de euh, tant de pétrole. Et maintenant, on va avoir besoin de davantage de pétrole pour aller chercher du lithium. Les rendements sont de plus en plus mauvais. Et on manque aussi d'énergie, puisqu'on utilise on utilise beaucoup d'énergie. Et donc, en fait, on arrive dans un contexte où donc cette économie linéaire, on va chercher de la ressource, on la transforme, on l'utilise,
on la jette et il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive à, en fait, à passer au concept d'économie circulaire. Ce qu'il faut retenir de l'économie circulaire, c'est préserver la valeur. En fait, l'économie circulaire, au lieu de voir ce qu'on schématise sous forme de lignes, donc extraire, produire, consommer et jeter, ce qui est l'économie linéaire, on va passer à une boucle. Et en fait, dans cette boucle, on va venir mettre plein de concepts, plein de notions qui vont faire qu'on va chercher à préserver la valeur. Et ça, il y a plein de thèmes plus ou moins compréhensibles au premier abord, mais l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. En fait, on va chercher d'abord, dans cette boucle, on va mettre tout ce qui est lié à la production et ensuite ce qui est lié à la consommation. Sauf qu'on va venir mettre de la durabilité dans tout ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la production, on va chercher à inclure des notions d'éco-conception, c'est-à-dire réfléchir à quel est le besoin auquel je veux répondre et comment est-ce que je peux y répondre de façon à impacter le moins possible l'environnement. C'est-à-dire utiliser moins de ressources, faire en sorte que le produit ou le service que je crée va durer le plus longtemps possible, utiliser des ressources qui sont moins carbonées, qui sont plus durables, voilà. Et en fait, on va se poser toutes ces questions-là à chaque étape de cette boucle. C'est-à-dire que on va avoir des notions d'éco-conception, des notions de écologie industrielle et territoriale, par exemple. L'écologie industrielle et territoriale, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec les réseaux de chaleur d'une usine qui produisent, une usine qui produit, qui a un procédé de transformation qui émet de la chaleur. On va récupérer cette chaleur pour venir alimenter des habitations voisines. Et ben ça, par exemple, c'est une forme d'écologie industrielle et territoriale. C'est-à-dire qu'on va venir amener de la coopération entre différents acteurs. Ça peut être une entreprise qui traite des déchets, un éleveur, une usine et des habitations. Et on va venir voilà, chercher à optimiser le déchet du voisin devient ma ressource, mutualiser l'énergie. L'éleveur va venir donner son compost à son voisin. Donc ça, c'est une notion d'écologie industrielle et territoriale. On va venir apporter des notions de low-tech, c'est-à-dire ne pas forcément chercher toujours à euh, innover euh, plus en plus, mais dans l'innovation sous-entendu euh, qui a un impact carbone élevé. C'est-à-dire les low-tech, c'est répondre aux besoins, mais de façon simple. Pour l'imager, on peut penser par exemple à la cafetière à l'italienne. Pourquoi avoir une cafetière avec un écran intégré dedans pour qu'on ait le schéma du cappuccino, alors qu'en fait, quand on veut juste un café, une cafetière à l'italienne, qu'elle soit à piston ou voilà, ça fait un café. Ça va être des notions d'analyse de cycle de vie. Je pense que ça, tu connais certainement. Mais euh, en fait, quantifier, mesurer l'impact d'un objet, l'analyse de cycle de vie est indispensable pour éco-concevoir un produit. C'est-à-dire que on a un produit de référence qui est par exemple la cafetière, on fait l'analyse de cycle de vie, on voit quelles sont les pièces, quels sont les composants ou les éléments de la cafetière qui ont le plus d'impact. Et ça va nous permettre par la suite de produire une cafetière éco-conçue où on a pu améliorer et réduire l'impact de ces éléments-là. Puis ça, c'est tout ce qui est le volet production, mais il y a tout ce qui est consommation. Donc, en fait, c'est en tant que consommateur, réfléchir à euh, consommer moins, mais mieux. Consommer, être plus sobre. La sobriété, c'est pas un gros mot, mais en fait, c'est se questionner sur son besoin. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai besoin, j'essaie de trouver un bon exemple, mais j'ai besoin d'aller à mon travail tous les matins. Voilà, j'ai 15 minutes de route. Comment est-ce que je peux aller au travail? Euh, et bien en fait, pour comprendre la sobriété, c'est répondre à son besoin et il y a une notion de référence. Si je vais au travail tous les matins en utilisant ma voiture et en étant seule dans ma voiture, ça va être plus sobre d'utiliser les transports en commun. Ça va être plus sobre d'être plusieurs dans la voiture, puisqu'on va réduire l'empreinte carbone de la voiture, enfin du trajet, puisqu'on sera plusieurs dans un même véhicule. Ça va être plus sobre d'y aller à vélo ou de faire du télétravail. En fait, il y a plein de solutions. Euh, donc voilà, des notions de sobriété, d'approvisionnement, pas d'approvisionnement, mais d'achat plus raisonné. Ça rejoint un peu le concept de sobriété, mais tout ce qui est lié à la réparation, euh,
la réutilisation, le réemploi. Enfin voilà, c'est tout un paquet de termes qui sont inclus dans l'économie circulaire. Et du coup, pour en venir à ta question, euh, par rapport à ces ressources qui diminuent, pour moi, il faut vraiment que, enfin, c'est pas pour moi, c'est, il faut qu'on s'ancre dans une économie plus circulaire, qu'on préserve la valeur et qu'on arrête de tout de suite transformer nos objets en déchets, qu'on les réutilise, qu'on les répare, voilà. Et voilà. Bon, en fait, t'as tout dit. T'as tout dit. Non, mais c'est clair, c'est clair. En fait, il y avait plein de points que je voulais réagir, mais je t'ai laissé parler parce que en fait, je buvais tes paroles, tout simplement, parce que je suis totalement en accord avec toi à 100% là-dessus. Euh, Effectivement, quand on parle d'économie circulaire, il y a même une notion qui, j'allais dire qui est née. Je ne sais pas si réellement elle est née, mais elle englobe l'économie circulaire. Elle est plutôt née de la notion de permaculture, qui est la notion de perma-industrie. Je ne sais pas si tu l'as, notamment la perma-industrie. C'est basé sur cinq principes primordiaux de l'homme. Et derrière ces 5 principes, qui est finalement le garde-fou, on en émet 6, qui est effectivement la créativité, la création plutôt, pas la créativité, pardon, la création, l'interconnexion, la circularité, la diversité, l'adaptabilité et la sobriété. Et ces 6 termes, effectivement, ça qualifie vraiment, pour moi, la notion de demain, de l'industrie de demain, qui est une industrie plus inclusive de la nature, donc c'est-à-dire plus anthropocentrée, mais plutôt biocentrée. C'est vraiment en termes d'interaction. Donc ça, c'est vraiment un point que, effectivement, je te rejoins complètement là-dessus. Il y avait plein de points, en fait. Je voulais te dire, il y avait plein de points que tu m'as cités, que je voulais interagir avec toi. Et notamment, ouais, effectivement, quand tu as parlé de l'analyse de cycle de vie, nous, en fait, sur Dromia Matériaux, j'ai eu la chance de recevoir Manon, qui était une doctorante qui travaillait finalement sur l'analyse de cycle de vie, qui est cofondatrice de la fresque du plastique. Donc, coucou les amis de la fresque, parce que je fais partie des facilitateurs également de la fresque. Donc maintenant, elle est docteur, donc on lui félicite. Manon, dédicace pour toi. Et effectivement, euh, il y avait vraiment une question de savoir comment designer elle travaille sur le plastique, donc comment designer vraiment ces plastiques pour pouvoir les recycler. Donc, ça répond complètement quand tu nous parlais d'éco-conception. L'éco-conception, c'est ça. Finalement, c'est comment on design un matériau pour pouvoir assurer les fins de vie derrière et pouvoir proposer plutôt un cycle qu'une linéarité. Et donc, du coup, ça passe par comprendre la matière. Donc, on comprend bien que comprendre la matière, c'est même plus qu'essentiel en 2024. De comprendre ce qu'on touche, d'avoir la notion plutôt de travailler avec des monomatériaux, parce qu'un monomatériau est beaucoup plus simple à recycler, même si le réemploi, c'est vraiment la norme. Pour moi, il faut que ça soit le réemploi, mais il y a des objets qu'on ne pourra pas faire autrement, il faut qu'on les recycle. Donc, il faut qu'on incorpore également le recyclage. Donc, un monomatériau, c'est plus facile. Donc, la fameuse le gobelet en polystyrène, c'est pas bien, c'est mieux le gobelet en carton. Oui, oui, oui. Bon, bah, tu m'as compris. C'était ironique. C'est beaucoup mieux le gobelet en polystyrène que le gobelet en carton. Et ce qui est beaucoup mieux que le gobelet en polystyrène que le gobelet en carton, c'est notre tasse en céramique qu'on peut laver, réemployer à l'infini, jusqu'à qu'elle nous lâche des mains et qu'elle casse. Et encore, il y a un super glue pour la réparer. Mais néanmoins, je veux dire que effectivement, cette notion-là autour des ressources, c'est très intéressant. Et surtout, je réagis sur la notion que tu as dit, l'énergie. L'énergie, effectivement, le pétrole, c'est de l'énergie qui est fossilisée, qui est effectivement une réserve d'énergie. C'est une réserve d'énergie, tout simplement. Je dirais que la photosynthèse, c'est une réserve d'énergie. Et là, je fais un coucou effectivement à Laurent Billon. C'est d'un épisode de Dromia Matao, c'était le 9, si je dis pas de bêtises, on a parlé de ça. Et finalement, on est arrivé à un point, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que l'humanité a basé toute sa technologie sur la mort. Et oui. Comment ça? Intéressant. Parce que l'humanité a basé sa technologie sur la nature, mais la nature morte.
parce que on utilise le pétrole. Et que le pétrole, c'est Ah vraiment oui. l'essence même de Ouais. notre technologie. Donc, au lieu d'avoir basé la technologie sur le vivant et la compréhension et l'interaction qu'on a avec le vivant, on a plutôt choisi de la dominer et de dominer la nature morte. Donc, Ouais. comment ça peut pas finir mal de baser notre technologie sur la mort? Comment ça ne peut pas finir mal? Bon, ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais, euh, mais c'est clair. J'ai une question à te poser également, un point de vue que j'aimerais bien aborder avec toi. Notamment, c'est sur les... Donc tu vas pas y échapper, on parle de matériaux, d'Andromien matériaux, et notamment c'est sur les matériaux de la transition écologique. Toi, en ayant travaillé à l'ADEME, et également on comprend que c'est pas que l'ADEME qui a forgé cette mission que tu as en toi, c'est vraiment toi aussi, tu as envie de travailler pour la transition écologique. Euh, dans ton parcours, quels a été pour toi les matériaux qui ont plus caractérisé cette transition écologique et que tu as pu peut-être accompagner des projets là-dessus ou autre? Je suis moins spécialiste des matériaux, pas du tout. Mais les matériaux, de mon point de vue, je dirais que pour moi, il y a toujours cette notion de référence, c'est-à-dire que, par exemple, le plastique. Le plastique, est-ce que c'est bien ou c'est mal? En fait, ça dépend par rapport à quoi. Ça dépend qu'est-ce qu'on demande, quelle sera l'utilité du matériau et par rapport à quoi. D'un point de vue global, il faudrait qu'on arrive à utiliser donc moins de matériaux, des matériaux bas carbone, et, euh, et qu'on arrive à réemployer, réutiliser les matériaux au mieux. Je pense par exemple au bois. Si je donne un exemple, c'est est-ce qu'il serait pas plus pertinent d'utiliser du bois que du béton en matière de construction de logements? En fait, il faut qu'il y ait une notion de mise en contexte. Euh, j'ai un peu du mal à formuler ces brouillons dans ma tête, mais comme tu disais, je pense qu'il faut garder le plus possible garder des matériaux purs. Et donc, je m'y connais un peu moins, mais en matière de polymère, par exemple, je pense que c'est très compliqué à recycler. Tu m'arrêtes si je me trompe. En fait, c'est Mm. vraiment la notion du... Si tu veux, dans les polymères, donc quand tu parles de polymère, tu parles vraiment de matière active du plastique, parce que moi j'aime bien faire la comparaison assez simple, tu sais, avec un médicament. Un médicament, c'est constitué d'une matière active et d'excipients, qui va te permettre peut-être d'avoir un anti-rejet quand tu vas l'avaler, d'avoir une texture bien particulière, ainsi de suite, ou d'avoir une Ouais. conservation. Et finalement, dans les plastiques, c'est ça. Le plastique, c'est un matériau avancé. Donc un matériau avancé qui est constitué de matière principale, qui est le polymère en question. Ça peut être une formulation de différents types de polymères. Et on comprend bien que dès qu'on commence à mélanger beaucoup plus de différents types de matériaux, avec les additifs qui le correspondent, et ben finalement, on se retrouve avec un matériau qui a des propriétés différentes et une difficulté à recycler. Et qui dit recyclage nous dit forcément qu'on doit identifier d'où vient la matière pour que ça s'adapte au processus où on va l'utiliser. C'est pour raisonner complètement à ce que tu m'as dit, le design des fours pour les déchets organiques. Tu vois, on est obligé de comprendre d'où vient notre matière pour savoir est-ce que oui ou non elle va passer dans le bon procédé. Et si on se retrouve avec un matériau complexe, de par sa formulation, là c'est compliqué. Et donc effectivement, le but, c'est de revenir beaucoup au polymère seul, c'est-à-dire l'utiliser seul, sans additifs. Et même comme ça, dans des polymères, tu peux avoir des polymères qui ont des configurations différentes et des longueurs de chaîne différentes. Donc tu vois, même comme ça devient un peu plus costaud. Mais effectivement, pour reprendre l'aspect global, comme tu dis, c'est le monomatériau qui est intéressant à gérer. Le monomatériau. Mhm. Ok, bon, tu m'auras bien appris quelque chose. Enfin, j'avais un peu la notion, mais oui, je vois mieux. C'est parce que c'est celui-là qui est intéressant. En fait, dès que tu as le Ouais, monomatériau, finalement, tu as les bons procédés, le bon point de fusion, tout ça. Et finalement, c'est simple parce que tu sais l'identifier. Tu sais que c'est ce type de polymère bien précis. Tu sais que tu n'as pas d'additif. Tu sais que, ouais, tu vois. Et finalement, c'est toujours l'ennemi du recyclage, c'est le manque d'identification de la matière. ouais. Mm, mm. Mais du coup, voilà, pour rester concise, je dirais réfléchir à qu'est-ce qu'on demande aux matériaux en question, et qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux.
Pour reprendre l'exemple d'une maison qui est construite avec du béton, si ce béton est sûrement a un impact élevé en point de vue carbone, de par son procédé de fabrication, est-ce qu'il faut essayer de transiter vers un béton bas carbone en faisant la transition de l'industrie de fabrication? Alors, c'est pas ArcelorMittal, mais qui fait du béton déjà, je sais plus. Lafarge, non? Bon. Bah, effectivement, pour pas citer les marques, Lafarge, Vicat, tous ces gens qui fabriquent du ciment et Voilà. qui disposent également de centrales à béton. Effectivement. Mais donc, est-ce qu'il est plus intéressant plus facile ou voilà, de passer à un béton bas carbone ou de utiliser du bois? Pour, comme tout à l'heure, tu disais l'utilisation de gobelets, est-ce qu'il est plus intéressant de passer du plastique à un autre plastique, de passer au verre, de passer au carton? Indéniablement, je pense qu'il faut favoriser des matériaux qui, pour leur usage, vont durer le plus longtemps possible et avoir le moins d'impact initial sur la fabrication du produit avec le matériau. Effectivement, c'est la phase de vie, en fait, la phase d'utilisation qui est la plus intéressante. Parce que c'est elle, pour moi, qui finalement fait descendre complètement ton impact carbone, tout ça. Ouais. Mm. Ton empreinte carbone, c'est sa phase d'utilisation. Si ton truc, il Mm. va durer, je sais pas moi, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ben clairement. Et on remarque que c'est vraiment un phénomène. Moi, ce que je remarque vraiment, notamment avec la notion de transition écologique, c'est que c'est vraiment un phénomène de société. J'ai eu l'occasion de discuter énormément de fois, enfin de dire énormément de fois cette anecdote dans Dromien Matériaux. Ça m'est arrivé en termes de covoiturage. Je discute aux gens, on se parle, on s'échange, et il me dit, et toi, Mike, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, je leur dis, écoutez, je suis scientifique des matériaux, spécialiste de la matière. Et il me dit, et tout de suite, la question phare. Est-ce qu'on peut pas inventer un matériau pour remplacer le plastique, pour les sacs plastiques et tout? Mais vraiment, ça rate pas. Cette question, elle est toujours sur la table. Et à chaque fois, je leur dis, c'est quoi votre besoin? Et là, il me répond. Je lui dis, vous savez, technologiquement, nous, on est capable de faire beaucoup de choses. Mais vous, votre besoin, c'est quoi? Est-ce que vous avez un besoin simplement d'avoir un emballage et vous le jetez? Ou alors vous voulez garder votre sac cabas et le donner à vos petits-enfants? C'est quoi votre Mm. besoin? Parce Mm. qu'en fait, on est capable de designer tout. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, Mm. pour revenir à un truc, je l'ai vu notamment sur LinkedIn, c'était vachement intéressant, des gens qui ont développé des emballages à base de feuilles de palmier, pas de palmier, pardon, de feuilles de banane. Et en fait, vraiment, l'emballage, c'était la feuille de banane juste enroulée. Et le gars, il avait commercialisé ça. Alors, je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça incroyable, donc, comme idée. Mais c'est vrai que les ressources, l'utilisation des ressources, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse attention. Là, moi, j'avais lu le dernier rapport de l'ADEME, il me semble celui-là de 2023 qui est sorti. Je ne sais pas si c'est le dernier. En tout cas, j'ai lu celui-là d'édition 2023 sur les déchets. Et j'ai vu qu'il y avait presque 700 millions, je crois, c'est pas 700 millions de tonnes de matières premières nécessaires pour créer ce qu'on a besoin, nous, pour la France. Et donc, ça représentait à peu près 11 000... Non, c'est pas 11 000, c'est 11 tonnes. 11 tonnes, excuse-moi. Ça représentait 11 tonnes par an par habitant de matières premières vierges pour nos utilisations. Je trouvais ça incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Je revérifierai là, je rejetterai un coup d'œil vite fait sur l'ordi pour les chiffres, mais c'est fou, t'imagines 11 tonnes par an par habitant Ouais. de matière vierge pour pouvoir, nous, notre économie, fonctionner. Bah, Et on jette, pour c'est venir sur incroyable. la fin de cycle de ce que tu dis, on jette par an et par habitant en moyenne autour de 300 kilos, entre 200 et 300 kilos de déchets par an et par personne. Donc, C'est incroyable. C'est incroyable. J'étais en train de regarder, là, de checker rapidement le, le document, là, parce que pour pas dire de bêtises à nos, à nos auditeurs. Alors, un instant, les amis, je check. Je check rapidement ça. Mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Les chiffres, je les ai vus parce que je regardais pour quelque chose pour moi. Euh, attendez, je check, ouais, c'est ça. 737 millions de tonnes, c'est ça. 737 millions de tonnes par an et par habitant.
Enfin, pas par an, par habitant. 737 millions de tonnes par an. Et par habitant, ça représente effectivement 11 tonnes par an. Voilà, je dis pas de bêtises. C'est incroyable. Là, j'ai repris les chiffres. Ouais, C'est ouais. incroyable, c'est énorme. Ça, c'est ce qu'on a besoin pour faire fonctionner notre économie avec de la matière vierge. C'est de la matière Mm, vierge, ça. Alors, tout confondu, je mm. ne parle pas que de plastique, je parle de tout. Donc, les métaux, tout ça. Vous comprenez bien que le volume de plastique n'est pas en adéquation avec sa masse par rapport si on mélange ça aux métaux ou au bois, c'est pas les mêmes densités. Mais en termes général, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça plutôt incroyable. Ben, écoute, je pense que les matériaux pour la transition écologique, c'est un vrai sujet, non? c'est un, c'est un vrai sujet, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ah bah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ben, j'allais te poser une question et pour un peu finir ce pan-là, euh, en termes de vision, toi, par rapport à tout ce que tu as mené là à l'heure actuelle, notamment autour de la transition écologique, euh, et ce combat, parce que je sens vraiment que c'est un combat que tu as, et là je te rejoins complètement, c'est le combat de tous, ça ne doit pas être que le tien, c'est le combat de tous. Hum, Quel est ton ressenti par rapport aux gens quand toi tu amènes tout ça, tu amènes toute cette vision, le fait de ressensibiliser les gens à se responsabiliser à nouveau? Quel est ton retour de cette communauté? Est-ce que tu es dans une communauté qui accueille bien, bienveillante, ou est-ce que finalement, quand tu discutes un peu avec les gens dehors, autre que ta communauté, finalement une autre communauté, ils se disent, est-ce qu'ils se sentent vraiment sensibilisés ou pas? Est-ce qu'ils se sentent vraiment inclus? Pour eux, la transition écologique, c'est quelque chose d'important. En fait, moi, je fais ça pour pouvoir me regarder dans un miroir, si tu veux. C'est euh, ma conscience et moi, on est OK avec ça. C'est-à-dire que je sais que je pourrais regarder mes enfants dans 40 ans et leur dire, bah écoutez, moi j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, à mon humble mesure, à mon humble échelle. Et donc mon entourage, je sais qu'il est... euh, en fait, quand quelqu'un te dit fais ça ou ne fais pas ça, t'as envie d'aller à l'encontre. T'as pas envie de te laisser dicter ce que tu dois faire. On est tous des adultes. Et en fait, j'essaye de plutôt de montrer l'exemple. De montrer l'exemple et de montrer que je suis heureuse par mon mode de vie. Parce que j'essaye évidemment d'appliquer euh, ben, tout ce qu'il faudrait faire dans un meilleur, de me l'appliquer avec une marge d'erreur et une marge de manœuvre parce que je peux pas je peux pas avoir un mode de vie décarboné dans un système qui est carboné. Mais donc je dirais que j'essaye de faire au mieux. Comme ça, je suis OK avec ma conscience, mais je n'impose à personne mon opinion ou mes choix de vie. J'essaye de composer, notamment bah, avec mon entourage très proche. Mais je me rends compte que quand même ça a un impact et que ça fait germer en fait des petites graines. Je plante des graines et plutôt elles germent par la suite sur le mode de vie et sur qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Euh, Parce que c'est pas l'ultra consommation, partir en voyage à l'autre bout du monde tous les 4 matins et s'habiller avec la fast fashion, racheter des vêtements toutes les 2 semaines qui nous rendent vraiment heureux. C'est, c'est bien plus profond que ça. C'est trouver le sens, pourquoi on est sur Terre. Enfin, bon, là, je vais partir dans des questions philosophiques, mais en fait, on est tous des petits êtres humains. On se succède les uns aux autres depuis plus de millénaires. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? J'ai pas du tout la réponse à cette question, mais en fait, j'essaie de trouver du sens à ma présence sur Terre et par rapport à euh, les éléments que j'ai autour de moi, les éléments que j'ai, les éléments d'information, j'essaye de faire ce qui me paraît être bien. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Mm. Non, mais c'est une vraie question ce que tu poses. C'est une vraie question. C'est un peu la maladie de notre siècle et j'allais dire un peu la maladie de nous, dit qu'on veut, de nous en tant qu'être humain, dit qu'on veut aller un peu sur des questions un peu métaphysiques, un peu spirituelles. On se dit, oh, bon, rentre pas dans cette situation-là. Mais
pour moi, tu peux pas y échapper en fait. Surtout quand tu parles exactement de ce que tu dis. Notre position sur Terre, qui on est, nous, êtres humains sur cette planète, et, euh, et pourquoi nous, on l'a détruit en fait. Voilà, pourquoi nous, on l'a détruit et que les autres, ils fonctionnent en synergie. Et pourtant, ça les empêche pas de vivre. Enfin, quand je dis les autres, je parle des autres espèces. Ouais, ouais. Donc, euh, donc effectivement, c'est une vraie question. C'est une vraie question et je pense qu'elle mérite d'être posée et qu'on se la pose pour savoir si qu'est-ce qui nous rend heureux. Et ça, effectivement, euh, moi, j'ai fait le choix euh, d'apporter une meilleure vision aux gens par la matière, c'est-à-dire une meilleure compréhension de la matière. Pour moi, c'est une meilleure compréhension du système. Donc, on comprend le système, pas le système humain, je parle autant que tel, je parle vraiment du système de la planète, en tant que tel, de l'écosystème plutôt. C'était ça que j'aurais dû dire. Euh, Connaître les matériaux, c'est connaître l'écosystème, donc c'est connaître qu'est-ce qui est intéressant ou pas à être utilisé. Et finalement, c'est un autre référentiel. Je ne me base pas sur l'économie, sur l'argent, je me base sur la matière. Je sais que ce matériau est plus intéressant là. Parce que effectivement, peut-être in fine, enfin, directement, instantanément, il va répondre à mon besoin. Mais in fine, est-ce que c'est le plus intéressant? Généralement, précipitation et optimisation, ou plutôt on va dire efficacité optimisation, ça va pas ensemble. Voilà. Donc, surtout si on prend l'efficacité comme le résultat immédiat. Mais si on prend l'efficacité dans le sens optimisation et que, in fine, on va être beaucoup plus efficient par l'optimisation, ce que fait la nature, auquel cas, on a un bon professeur à suivre. En tout cas, je pense que c'est une question qu'on pourrait en parler des heures et des heures et des heures et des heures. Et moi, je te propose du coup qu'on reste un peu sur cette thématique, notamment de ton ressenti. Et je vais te poser cette question. Si tu devais faire une rétrospective de toi et une perspective de toi, ben, laquelle serait-elle? Je suis pas sûre de comprendre, c'est-à-dire une C'est-à- rétrospective. C'est-à-dire, euh, si tu, si tu devais faire en fait le bilan de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ben, quel serait ton bilan? Et surtout, quel est le futur que tu t'imagines? Toi, mener, quelle action que tu imagines mener maintenant pour aller dans le sens de tes convictions? Ben, quand je fais le bilan, je me dis que euh, ben, j'ai bien fait de me poser des questions parce que je suis dans une situation avec laquelle je suis plus en accord que précédemment. Je pense qu'on ne cesse de grandir toute la vie et j'ai ce changement de métier, de situation et les questionnements qui vont avec m'ont permis d'aboutir à la situation que j'ai aujourd'hui où je me sens plus utile en fait, plus en adéquation avec mes valeurs et je trouve du sens dans ce que je fais. Donc rétrospectivement, je sais pas si ça se dit, mais je le vois comme ça. Et point de vue futur, bah, j'espère développer au mieux mon activité et avoir le plus d'impact possible pour la transition écologique. Bah écoute, Voilà. c'est un futur harmonieux en tout cas, Voilà. quoi qu'il en soit. Et si tu devais laisser une petite bouteille à la mer, à te dire, bah tiens, je vais laisser une bouteille à la mer pour les générations suivantes, ou finalement pas si suivantes que ça, tu sais, les gens de ton âge ou les plus expérimentés, on va dire ça comme ça, quelles seraient-elles? Je dirais de bah, se poser des questions. En fait, des fois, on se sent pas forcément bien et on passe par des moments. Enfin, la vie, c'est toujours des moments plus up et des moments plus down. Et je pense qu'on apprend beaucoup des moments de down, mais donc se poser des questions et savoir ce qui fait sens pour soi, en fait. Parce que moi, c'est peut-être la transition écologique, mais peut-être que pour d'autres, ce sera pas forcément ça. Mais se poser des questions de qu'est-ce qui fait sens pour vous et oser, en fait, juste oser se dire, bah, je suis capable de faire autre chose. C'est pas parce qu'on a un métier depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'on peut pas en changer. Et, et voilà. Ben écoute, nickel. Superbe bouteille à la mer. Moi, je pense que c'est très bien. Écoutez, effectivement, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, ça c'est le plus important. Et vraiment, posez-vous les bonnes questions. Moi, je pense qu'il faut se poser vraiment les bonnes questions et se faire tu sais, une petite grille. Tu sais, la petite grille. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ouais. Mais dans tous les cas, si c'est un outil qui peut vous aider, vraiment faites-le et, euh, et croyez en vous. Ça, c'est le plus principal. Bah Manon,
Ben, je te remercie parce que effectivement, on est presque à 1 heure de podcast. Tu vois, c'est passé vite, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Incroyable, hein. On avait listé plusieurs sujets, mais on n'a pas réussi à tout parler finalement. Euh, donc, on arrive à la fin de ce podcast. Et qui dit ce podcast arrivé, on arrive à la fameuse question signature de Dromien Matériaux. Alors, je ne sais que tu n'es pas de la thématique des matériaux au sens propre, mais néanmoins, tu t'y rapproches parce que quand même, tu as un retour d'expérience au niveau avec une thématique plutôt transition écologique, un œil plutôt de la transition écologique. Mais je vais te la poser. Manon, si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? Je pense que je serais. J'hésitais entre du bois ou du métal. Et pourquoi? De l'aluminium. Alors, le bois, parce que c'est une matière qui est biosourcée et le bois repousse et en fait, c'est pas c'est une matière renouvelable en fait. Voilà. Effectivement, Euh, vivante, oui, oui, renouvelable, effectivement, oui, oui. oui. Et qui a plusieurs utilités. On peut utiliser du bois qu'on appelle le bois énergie pour faire de l'énergie, du bois meuble pour faire des meubles. Donc la durée de vie est donc courte, moyenne, ou du bois construction. Donc c'est comme ça qu'on dit pour faire par exemple des maisons. Qui peut avoir une durée de vie plus ou moins longue ou courte. Donc je trouve que c'est un matériau très intéressant. Et je pensais à un acier, donc pourquoi pas l'aluminium, ou enfin un acier, un métal, pardon. Pourquoi pas l'aluminium, parce que c'est des matériaux qu'on peut recycler énormément. Ou le verre aussi, qui se recycle à l'infini à 100%. Voilà. Effectivement, Dites-moi. l'aluminium aussi. À L'aluminium, 100% à effectivement, l'infini? oui, tout à fait. Ok. En majorité des termes, l'aluminium, effectivement, peut être considéré comme un matériau qui peut se recycler à 100%. Ok. Donc, effectivement, ce que tu nous as donné comme deux thématiques, je la trouve intéressante. Pourquoi le bois et l'aluminium? Moi, je te donne ma rétrospective là-dessus. C'est que, effectivement, le bois est renouvelable au sens vivant, parce qu'effectivement, c'est une matière qui vit, le bois. L'arbre vit, ça c'est clair. Et le bois est un matériau complexe, c'est un composite au sens large du terme. Mais effectivement, il n'a pas cette phase de recyclabilité comme l'aluminium, que l'aluminium, lui, n'est pas un matériau vivant, il est extrait de la bauxite, qui est une extraction horrible, voilà, ça c'est clairement, et énergivore. C'est pour ça que l'aluminium est beaucoup plus intéressant à recycler qu'à produire. Hmm. Et effectivement, il a cette façon de trop recyclable à vie. Donc ça, c'est clair. Donc du coup, tu as deux approches. Tu as une approche en termes de naissance, de création de la matière, et une approche qui est beaucoup plus intéressante en termes de circularité parce qu'en fait, on peut renouveler presque à l'infini cette matière. Ben, finalement, c'est un beau message de circularité que tu nous donnes au travers de la matière. Toi-même, et tu es circulaire, du coup. C'est ça. Bah écoute, super. Bah écoute, maintenant, en tout cas, je sais que c'est l'exercice pas facile, mais tu t'es bien prêté. Ok, ça marche. Bah écoute, je te remercie. Ça marche. Maintenant, si on doit te joindre, du coup, tu nous as déjà donné un tips, mais si on doit te joindre, quel réseau social est le plus adapté pour toi? On connaît Bah, la LinkedIn. réponse. LinkedIn. Ok. Et donc, du coup, effectivement, c'est là où tu es la plus active. Bah écoute, c'est cool. Bah écoutez, les amis, si vous souhaitez travailler avec Manon, je rejoignez là sur LinkedIn. Voilà, je veux vraiment beaucoup d'abonnements. Après ce podcast, je veux beaucoup d'abonnements sur Manon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, bah merci Manon. On va arriver au mode robot. Généralement, moi, je parle comme un fou devant mon écran. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cet épisode de Dromien Matériaux. Si il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, surtout. Manon et moi, on aura un plaisir de vous répondre à vos questions et de le partager. Voilà, donner de l'audience à Dromien Matériaux, c'est donner de la voix aux femmes et aux hommes de science ou des personnes qui ont une vraie mission de vie. Et Dromien Matériaux est là pour les aider à promouvoir leur voix. En tous les cas, ça, c'est le côté donc plutôt YouTube. Likez, partagez, commentez. N'hésitez pas au niveau des plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, mettre 5 étoiles. Ça nous aide énormément. Également, vous avez la possibilité de commenter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si tout ça, c'est chiant pour vous et que vous préférez recevoir l'épisode dans votre boîte aux lettres, il y a une newsletter qui est à disposition. Donc, la newsletter de Dromien Matériaux. Vous avez votre épisode dans votre boîte aux lettres. Si vous souhaitez écouter ou avoir le retour de tous les épisodes, n'hésitez pas à
les voir sur le site de dromiamateriaux.com. Vous avez l'ensemble des épisodes qui sont donnés. Nous avons également un groupe Discord que j'essaye de monter, de mettre en avant, où on échange autour de la thématique des matériaux ou des thématiques transverses, telles que la transition écologique. Clairement, c'est une thématique transverse à la matière. Et si vous souhaitez nous soutenir, j'ai mis en place un canal de soutien via un Buy Me a Coffee. Vous avez la possibilité de contribuer aux épisodes. Et en tout cas, je remercie déjà les contributeurs qui ont déjà contribué à la création de ces épisodes. Et là, je vous fais un coucou à vous. Dans tous les cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça, c'est incroyable. Parce que, de toute façon, on est monté là. À l'heure actuelle, on est à 700 abonnés sur LinkedIn. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je suis parti d'un zéro, une grosse bulle. Et on est arrivé à 700 abonnés grâce à vous. C'est un peu timide du côté Spotify et YouTube. Donc, je vous encourage vraiment à vous abonner pour qu'on puisse promouvoir et se mettre en avant. Et en tout cas, je vous remercie. Et pour finir cet épisode, je donne à Manon, je lui propose plutôt, parce que donner, ça peut porter à confusion, je lui propose de nous donner le mot de la fin. Oh, waouh, je m'y attendais pas. Penser économie circulaire et préservation de la valeur dans les matériaux. Écoutez, sur ces belles paroles, en tout cas, merci beaucoup Manon. Et on se voit très vite, les amis, pour un nouvel épisode de Dromien Matériaux, votre podcast qui parle de science, de matériaux et, comme vous l'avez pu constater, d'expérience humaine. À très vite. Salut.